Dimanche prochain aura lieu le premier tour de la présidentielle. Alors que depuis des semaines, en lien avec la guerre en Ukraine, tout le monde imaginait que les jeux étaient faits, finalement, les dernières estimations des instituts de sondage prouvent que la partie est loin d'être finie. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, est en embuscade et Jean-Luc Mélenchon, plus à gauche, n'a pas dit son dernier mot. Le président sortant, pris en sandwich, peut encore s'imposer, mais ses marges ont sacrément rétréci. Prônant la retraite à 65 ans, le retour en activité des bénéficiaires du RSA et refusant le débat avec ses adversaires, il risque de décevoir de nombreux électeurs. Mais la Macron-mania semble en avoir encore sous le pied. Malgré les attaques incessantes, il reste largement en tête des intentions de vote pour le premier tour et donné vainqueur le 24 avril prochain dans le match final. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire gagner au père d'Emmanuel Macron? On en débat ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, je propose de démarrer ce débat avec Julien. Alors Julien, qu'est-ce qui pourrait faire gagner, ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait faire perdre Emmanuel Macron ? Le premier constat, c'est celui de la mobilisation qu'il faudra faire dimanche soir. Contrairement à ce qu'on a pu penser, effectivement, l'élection est loin d'être jouée et la dramatisation qu'on avait déjà évoquée au cours des semaines précédentes, avec notamment un effet vote utile et de cristallisation autour des candidats les plus ancrés, les marques les plus connues, semble se confirmer. Cette mobilisation, après, il faudra voir dans quel sens elle joue vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que, au-delà d'une certaine strate de votants et de participation, je pense que ça peut lui être plutôt favorable. Et d'ailleurs, si on regarde et qu'on atteint le chiffre de 75-77% qu'on a vu en 2017 de participation, finalement, les sondages... On a du mal à y arriver quand même, hein, à mon avis, non ? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que ça va beaucoup voter. Compte tenu justement de ces enjeux, de cette dramatisation. Et vous pensez que ça mobilise encore les électeurs, le duel Macron-Le Pen ? Vous pensez qu'il mobilise les électeurs ? Alors, on est encore au premier tour. Et oui, ça va mobiliser les électeurs. Ceux qui vont certainement aussi fortement se mobiliser, ce sont les électeurs de gauche, parce que c'est eux qui, pour l'instant, restent à la porte du second tour. Donc l'effet vote utile risque de jouer fortement en faveur de Mélenchon, lui qui l'a si longtemps récusé. Et peut-être le faiseur de roi en plus, pour le deuxième tour. Alors faiseur de roi, là j'aurais du mal à comprendre, malgré la proximité sociologique que parfois on peut retrouver entre les électeurs d'extrême droite et d'extrême gauche, j'aurais quand même du mal à comprendre que Mélenchon puisse appeler à voter Marine Le Pen. Déjà, pour moi, se mettre dans une posture de nini, ce serait déjà, comme il l'a fait d'ailleurs en 2017, c'est déjà pas terrible, mais je pense pas que du coup, les électeurs du gauche ne seraient plus sensibles à ce point à la capacité à faire barrage au Front National et à l'extrême droite. Philippe Pécaud, vous en pensez quoi ? Déjà, sur la capacité Emmanuel Macron à gagner, ou peut-être à perdre aussi, hein ? Vous êtes donc plutôt dans quelle position ? Alors, vous êtes chez Horizon, bien évidemment, on se doute bien que vous soutenez Emmanuel Macron, mais est-ce que vous avez une inquiétude quand même ? On a deux tours, donc on sait que le premier a quand même un certain nombre de candidats qui vont recevoir leur suffrage, donc tout cela va se répartir. On a quand même un Emmanuel Macron, c'est vrai, qui a été très fort il y a quelques semaines, au plus gros du début de la guerre en Ukraine, qui avait son statut de chef d'État, de chef des armées, dont il a bénéficié. Et tout cela s'est un peu érodé ces dernières semaines. On peut dire qu'il est un peu déçu, qu'il ne fait pas une campagne exceptionnelle. Alors, là où il a pu décevoir peut-être, c'est d'être entré en campagne un peu tardivement, comme certains lui ont reproché, peut-être de ne pas avoir accepté les débats, mais je pense que c'est aussi un président sortant qui a d'autres activités en ce moment prenantes pour lesquelles il doit assumer sa tâche. Et il n'est pas écrit, je crois, dans notre Constitution que des débats doivent être obligatoires à chaque élection. C'est une aspiration populaire quand même. Bien entendu, mais quand on voit la qualité de certains débats auxquels on a pu assister, je pense qu'il vaut mieux s'en mettre un peu en retrait et d'être au-dessus de la mêlée. Philippe Berta, il est pas rassuré, il est inquiet. Déjà, il est inquiet de voir un pays quand même. Je ne sais pas si vous imaginez l'image que nous portons à l'extérieur. 3 candidats d'extrême droite, 3 candidats d'extrême gauche, c'est quand même quelque chose que nos voisins ne connaissent pas. C'est une situation assez étonnante. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est les scores qui s'affichent derrière. Et juste une parenthèse, ça illustre quand même ce que ça dit, ces votes un peu contestataires, la contestation justement qui est grandissante dans le pays, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite.
Alors ça c'est sûr, mais ça traduit aussi d'autres choses. Ça traduit que nous avons aussi failli sur le plan, je reviens à cela parce que j'y suis très attaché, vous le savez, sur le plan éducatif, parce qu'il y a un moment donné, moi je ne joue pas avec la démocratie, parce que je vois à quelques centaines de kilomètres d'ici des gens en train de se faire tuer pour essayer de défendre la leur, et je sais à quel point c'est le bien le plus précieux qui nous anime, ce qui nous permet de débattre ce soir, et que là aujourd'hui, moi je ne veux pas dramatiser, mais c'est la vraie réalité, c'est que nous sommes à un moment clé avec un vrai péril démocratique. Et je me plais à le dire et à le répéter parce que l'enjeu est là et je suis moins serein que Julien ce soir. Il faut savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut pour nous, ce qu'on veut pour nos enfants. Moi, j'ai pas envie de voir mon pays rejoindre le clan d'un Orban, d'un Bolsonaro, d'un Poutine. Est-ce que c'est pas la responsabilité d'Emmanuel Macron? Enfin, aujourd'hui, la question, c'est celle-là. On peut parler de tous les autres candidats, mais enfin, Marine Le Pen, elle a fait sa campagne. Si au bout, elle le gagne... c'est qu'elle aura fait une bonne campagne. Si Emmanuel Macron perd alors qu'il avait toutes les cartes en main pour ne pas perdre... Elle n'a pas fait réellement campagne non plus. Enfin, on en retient quoi de sa campagne? On en retient la retraite à 60 ans parce que... Elle s'est positionnée sur la thématique du pouvoir d'achat qui parlait aux Français qui sont inquiets. On en retient effectivement la diminution des taxes sur l'essence. Bon, des choses absolument pas chiffrées. Et dès qu'on les chiffre, on s'aperçoit que c'est un non-sens total et que ça ne tient pas une seconde. Donc voilà, elle fait une espèce de populisme. Pour vous, Emmanuel Macron n'a pas sa part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je pense que Emmanuel Macron, mais aussi sa majorité dont je suis, avons une responsabilité. Une responsabilité d'abord de ne pas avoir expliqué, dans quel état nous avons trouvé le pays il y a 5 ans. Et moi, je suis prêt à y revenir parce que je peux vous assurer que je suis sur tous les thèmes sur lesquels j'ai pu travailler, que j'ai abordé, et j'étais totalement surpris et effondré de voir notre situation. Et donc, nous n'avons pas su effectivement capitaliser sur ce qui a été fait. Et là, je suis prêt à en parler quand vous voulez. Et effectivement, la partie projet, le pauvre Emmanuel Macron, actuellement, il a effectivement d'autres soucis, qui sont des soucis essentiels, qui n'ont pas permis de faire une vraie campagne. Et c'est bien dommage parce que, on le sait tous, quand on regarde un peu le bonhomme évoluer, on s'aperçoit que c'est quand même dans ces moments-là qu'il est de très loin le meilleur. Et puis, moi, je voudrais aussi dire une chose, parce que j'y tiens, j'y suis sensible aussi. C'est un homme d'une intelligence juste incroyable. Moi, j'étais encore il y a 15 jours avec des prix Nobel, je côtoie des gens de l'Académie, etc. Et quand je vois Macron, je me dis, mais comment il fait? Comment il peut être aussi intelligent? Alors, il est intelligent, il est super, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, sauf qu'un sondage ce matin nous dit que 70% des Français ne veulent plus de Macron. Donc ça veut dire qu'il y en a 30% qui le veulent. C'est peut-être son socle de premier tour. Est-ce qu'il a une réserve pour aller plus loin? Oui, évidemment qu'il a... Alors, le problème de ces institutions, le problème de ce mode électoral qui ne fait que choisir un parmi 55 millions, 60 millions de Français pour gouverner tout seul le pays, fait que forcément, c'est très difficile de recueillir l'assentiment de 50% des Français, qu'aujourd'hui, le système politique fonctionne par rejet. Comme on dit, c'est l'adage, au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Donc moi, j'entends, et j'ai vu comme vous, que le potentiel électoral d'Emmanuel Macron par rapport à 2017 avait diminué, que celui de Marine Le Pen avait progressé, et vous semblez pointer sa responsabilité par rapport à la campagne qu'il a menée. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. D'abord, il avait totalement identifié le risque pour lui de sortir de sa stature présidentielle, et donc il a cherché, et les événements, de toute façon, ne lui donnaient pas la possibilité de faire autrement, à réduire ce temps de campagne. Sur la forme, cette campagne, il fallait qu'il trouve la bonne distance. Donc, il ne s'est pas jeté dans la mêlée d'un débat, certes, avec les autres candidats, parce que je pense que sur la forme, ce n'aurait pas été le bon format. C'est pas là où les Français auraient appris grand-chose. En revanche, sur le fond, c'est quand même lui qui a apporté les débats les principaux, et notamment celui sur la retraite, avec une position courageuse. Et si le rôle d'une élection, ce n'est pas de dire aux citoyens qui vont voter ce qui les attend dans 5 ans, mais uniquement leur faire des promesses absolument irréalisables, et comme le disait Philippe Berta, le programme de Marine Le Pen est absolument intenable économiquement. Oui, mais je suis d'accord avec vous, Julien, mais en même temps, d'être trop dans le réalisme et de ne pas faire rêver les gens un peu, le problème c'est que demain, peut-être qu'il va sortir... D'ailleurs, François Bayrou l'avait payé de sa candidature, il avait fait campagne sur la rigueur. Ne pas faire rêver les gens, c'est aussi ne pas écouter et ne pas regarder l'extérieur. Enfin, présenter un projet de société dans lequel il y a quand même informations en venant, et justement d'un correspondant allemand, d'un journaliste français qui est correspondant en Allemagne, et qui disait à quel point les Allemands étaient
plus que surpris et même envieux de la situation française. Alors, on ne les a pas fait rêver parce qu'effectivement, quand vous cumulez les gilets jaunes, vous cumulez la Covid et la guerre en Ukraine, il faut reconnaître que l'espace pour faire rêver les gens était quand même relativement réduit. En attendant, dans ces contextes-là, réussir... Enfin, j'écoutais aussi hier qu'en Bretagne, il y a moins de 5% de chômage, chose qui n'a jamais pas vu depuis les années 70. Ce que vous dites, et peut-être donner la parole à M. Pécou qui a parlé du vote contestataire dans le Gard, parce qu'il faut se souvenir que dans le Gard, il y a 5 ans, c'est Marine Le Pen qui arrivait en tête avec 29% et Jean-Luc Mélenchon avec 21%. Vous, chez Horizon, vous prenez quand même la retraite à 67 ans. Est-ce qu'à un moment donné, cette contestation qui est aussi forte dans le Gard, vous l'entendez de la part de la population et comment vous y répondez quand même avec votre projet ? Alors, vous me parlez à l'échelle d'un parti ou à l'échelle d'un... De la majorité présidentielle dont Horizon fait partie. D'accord. Non, il y a des cas de figure très différents suivant les régions. Le Gard est un territoire très particulier, on le sait, avec des secteurs plus ou moins impactés par le vote extrémiste, et on en connaît une partie, les raisons. Donc, tout ça, je dirais, s'ajuste en fonction aussi des élections locales, départementales, régionales. Les réponses, elles sont à trouver aussi là pour... Oui, mais les réponses, il faut les trouver maintenant. Si Emmanuel Macron veut l'emporter, à un moment donné, il va devoir parler à son aile gauche, et c'est pas ce qu'il a fait pour l'instant. Donc, compter un peu sur les réserves de voix, le vote utile de Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être un pari risqué. Enfin, j'ai l'impression que vous minimisez un peu cette contestation. De toujours lui raconter des salamalek pour l'attirer. Le peuple de gauche a conscience, et souvent une conscience aiguë des problèmes non seulement économiques, mais aussi des problèmes écologiques qui se pointent à l'horizon. Et je suis désolé, mais les réponses qui sont proposées par les autres candidats, que ce soit Jean-Luc Mélenchon et a fortiori Marine Le Pen, ne répondent à aucun moment à ces enjeux. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron sur les enjeux répond à ces environnementaux, Jean-Luc Mélenchon a des vraies propositions quand même. Oui. Il n'est pas contre la sortie du nucléaire, il est pour un mix énergétique. Enfin, sur le nucléaire, il n'est pas jusque boutiste. Oui, mais c'est pas Yannick Jadot non plus. Ah non, Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je risque pas de voter écologiste, parce que je pense qu'ils font l'impasse sur une des solutions majeures de l'avenir, qui est l'énergie nucléaire. Mais c'est pour ça qu'Emmanuel Macron est un pragmatique. C'est un pragmatique, ça lui a été souvent reproché. Oui, mais aujourd'hui, c'est peut-être que certains électeurs ne lui demandent pas d'être pragmatique, mais lui demandent de leur offrir une vision de la société ces 5 prochaines années. Et quand c'est vrai que dans le programme, ce qu'on retient, c'est la retraite à 65 ans, c'est le versement du RSA conditionné à des heures d'activité, pour une certaine partie de la gauche, ça peut effrayer. Une vision de la société, elle doit s'adapter aux réalités du monde de demain. Les réalités du monde de demain ne sont pas celles des 30 Glorieuses. Si vous restez sur une image de la gauche ancrée dans son bleu de travail, sortant de la mine et orienté sur le progrès social en permanence, c'est sûr que vous ne retrouvez pas aujourd'hui de candidats qui peuvent porter un projet crédible dans ce contexte-là.